Très bien, je vous propose de démarrer ce webinaire. De nombreux participants se sont connectés. Donc, merci pour votre connexion à ce webinaire en ce mardi matin. Voilà, donc le thème du webinaire auquel on vous propose de participer aujourd'hui, c'est autour du commerce unifié, donc en partenariat avec différents acteurs que je vais présenter très rapidement et Proximis. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est, comme son nom l'indiquait en fait dans les invitations et les présentations de ce webinaire, c'est comment fédérer vos équipes autour d'un projet de commerce unifié et surtout en faire un succès. Donc, j'aurai la joie de participer, de contribuer à ce webinaire, donc avec différents acteurs. Donc, Denis Larieux, directeur général de Jeff de Bruges. Bonjour Denis. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Patrick Pergamon, fondateur de SARP Consulting. Bonjour. Et Vincent Lemaire, directeur d'agence Clever Edge à Paris. Bonjour à tous. Voilà, et moi-même, donc je serai plus dans le rôle d'animateur de ce webinaire. Donc Sébastien Durand, je suis directeur chez KPMG à Paris sur la partie conseil et j'aide justement les clients sur les sujets en termes de e-commerce et de commerce unifié. Très bien, donc je vous propose peut-être de vous présenter très rapidement tous les trois en quelques mots. Donc Denis. Oui, bonjour à tous à nouveau. Denis Larieux, voilà, Sébastien, vous l'avez dit, directeur général groupe Jeff de Bruges. Moi, j'ai toujours passé ma carrière dans le retail. Je suis ravi d'être avec vous. On va partager une expérience et j'espère que chacun y trouvera des points qui pourront l'intéresser et qu'il pourra adapter à sa propre stratégie. Patrick. Oui, moi j'ai passé ma carrière dans le monde de la mode et du textile, dans le monde des grands magasins, dans le luxe, où j'ai été directeur général du groupe Prada en France. Et les dernières années, j'étais président de Petit Bateau. Et depuis un an, j'accompagne des entreprises dans le cadre de leur stratégie. Vous savez que le monde du textile est en pleine transformation, et également des entreprises digitales. Et enfin, Vincent. Bonjour à tous. Moi, je suis directeur de l'agence Clever Edge à Paris. Clever Edge, c'est une agence full service dédiée à l'univers du digital. On accompagne nos clients avec succès pour dérouler leurs projets de commerce unifié et d'e-commerce d'une manière générale. Moi, j'ai accompagné les équipes de Denis dans la mise en œuvre du dispositif qu'on va vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Très bien, très bien, très bien. Donc, je vous propose de démarrer une première partie sur déjà l'importance du commerce unifié finalement, pour conserver ses clients, pour continuer à croître. On connaît tous le contexte aujourd'hui de l'économie et sanitaire. Voilà, c'est finalement le commerce unifié, c'est quelque chose qui avait démarré de nombreuses années finalement. Ça, on l'avait constaté déjà il y a 10-15 ans. Ça s'est accéléré ces derniers mois. Ces dernières années, mais surtout ces derniers mois pour les raisons qu'on sait. Et finalement, voilà, donc avec ce rôle d'accélérateur autour du commerce unifié, qu'est-ce qui fait finalement que le commerce unifié, c'est un peu le futur du commerce et qu'on doit finalement se diriger vers cette voie, Patrick? Alors, un peu d'introduction, ce qui me semblait intéressant, c'était un peu de resituer dans quel contexte on parle aujourd'hui de commerce unifié. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans une période de mutation absolument gigantesque de la consommation. Des mutations de consommation avec des consommations qui deviennent plus raisonnées, où les gens sont beaucoup plus axés sur les questions de sens. En fait, on le voit bien à travers les thématiques de responsabilité sociale, environnementale, qui sont plus uniquement le fait de millennials, mais qui sont vraiment la problématique de tout le monde. Des mutations également avec une forme d'aspiration à la déconsommation, qui est quand même un phénomène assez nouveau en Europe occidentale. On parlera un peu de la Chine, qui est beaucoup moins la problématique qu'on voit aujourd'hui en Chine, mais c'est quand même un phénomène un peu nouveau. Et quand vous avez un gâteau qui est en train de réduire, évidemment, et que vous êtes une marque ou une enseigne, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous apportez réellement de pertinent pour ne pas être disqualifié dans un marché qui est en train de se réduire. Et enfin, une autre mutation, c'est une mutation de commercialisation. C'est évidemment la montée en puissance de la digitalisation depuis plusieurs années et qui a été considérablement amplifiée à travers la crise sanitaire, à travers la crise de Covid. C'est-à-dire que là, sur les derniers mois de crise sanitaire, je pense que l'essor de la digitalisation et du e-commerce ont pris des années, en fait, en quelques mois. Mais contrairement à ce que certains pouvaient dire il y a quelques années en prédisant la fin du retail, la fin des boutiques, moi je pense que le retail il est loin d'être mort, au contraire, à une condition, c'est qu'il s'adapte
Et s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magasins doivent être un peu le prolongement réellement du web, et que le web est le prolongement du retail. Donc, à partir du moment où on comprend ça, je pense que le retail a vraiment un avenir. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de commerce unifié, parce que le commerce unifié, en tout cas moi, la définition que je lui adresse, c'est que c'est l'intégration à la fois du offline, du online, de la technologie et des médias. Et c'est ce que certains appellent le new retail, en fait, le nouveau commerce, le nouveau retail. Et probablement qu'il n'y a pas un pays au monde où ce sujet du nouveau retail n'a pas été poussé aussi loin que sur la Chine. La Chine a probablement 7 à 8 ans d'avance sur l'Europe, sur ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on appelle le new retail. Il est très intéressant de regarder qu'en Chine, des acteurs comme Alibaba aujourd'hui s'intéressent de très près au retail physique. C'est-à-dire qu'ils achètent aujourd'hui des chaînes de grands magasins, ils achètent aujourd'hui des chaînes dans l'électronique, ils ont créé là récemment, pas récemment, il y a quelques années, un supermarché qui s'appelle Hema, qui a un succès incroyable. Et alors ces gens-là, quand ils achètent en fait du retail physique, ce qu'ils font, c'est que le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils intègrent en fait totalement la partie online et la partie offline. Et ils créent de nouvelles expériences à travers l'intégration du online et du offline. J'ai eu la chance, il y a 1 an avant le confinement, d'aller à Shanghai et de visiter certains de ces magasins. Et c'est vrai qu'on est projeté dans un autre univers grâce à cette intégration-là. Alors, plus proche de nous en Europe, évidemment, on ne va pas aussi loin en Europe. Pardon? Vous m'entendez? Oui. Je veux dire, en Europe, on va. Oui, alors effectivement, c'est. Oui. Ce que vous décriviez, du coup, c'est l'aspect technologique, l'aspect média, l'aspect contenu, finalement, des modèles de distribution qui se diversifient sur l'ensemble des canaux. Et on le verra et on va l'aborder également au cours de ce webinaire. Il y a également l'aspect humain, organisationnel, modèle opérationnel, justement, qui doit suivre, et culture de l'entreprise également. Quand on n'est pas un pure player, par exemple, comme Alibaba, qui arrive du digital. C'est fondamental. Je veux dire, je sais qu'on va vraiment aborder ce sujet-là, mais de mon point de vue, c'est comment dire, le digital ou le new retail adresse fondamentalement la façon dont les organismes traditionnels sont organisés. Et elles sont organisées de façon verticale. Et au fond, tous les sujets dont on parle, de digitalisation, de nouveaux commerces, ça horizontalise en fait les verticalités de l'entreprise. Et la question, c'est évidemment pour que ça marche, fondamentalement, ça n'est pas qu'une question d'outils. L'outil est un prérequis indispensable, bien entendu, mais fondamentalement, c'est une question d'animation, en fait, des équipes autour de problématiques qui sont pensées de façon verticale. Et on voit bien à quel point, enfin, quand on est dirigeant, à quel point ça demande un effort et une énergie importante dans les entreprises dont l'ADN est fondamentalement vertical, de les horizontaliser et entre les différentes composantes du commerce, du produit, de la supply chain, parce qu'évidemment, tout ça, c'est lié aussi effectivement à la supply chain autour de ces problématiques digitales, informatiques, retail et supply chain. Donc, ce sont des révolutions mentales, hein, effectivement. Quand on vient d'un historique de retail, on n'est pas un pure player uniquement, on a besoin effectivement d'adapter tout ça. Mais voilà, et du coup, quand je vous parlais de la Chine, c'est vrai qu'en Europe, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, on n'est pas au niveau de ce qui se passe en Chine, mais on voit qu'il y a eu des déclencheurs, en fait. Et les déclencheurs, et on va le parler tout à l'heure avec Denis, qui va nous parler de Jeff de Bruges, mais je pense que les déclencheurs, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans le textile, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est évidemment l'extension du catalogue. Souvent, quand quand j'accompagne une entreprise, je regarde très souvent ce que j'appelle le taux d'adhérence au catalogue entre un petit magasin et ce qu'on propose dans le digital. C'est-à-dire combien j'ai de références sur mon web et combien j'ai de références dans le petit magasin. C'est absolument hallucinant. Vous avez des écarts parfois de 90% en fait entre l'offre qu'on présente dans le plus petit magasin et le plus grand magasin, qui est en général le site internet. Et évidemment, c'est un potentiel très important de vente pour si d'un seul coup dans le plus petit magasin de votre réseau et dans les grands magasins aussi, hein, on ne parle pas beaucoup des grands magasins, mais c'est souvent là où on a les plus petits corners. L'extension de gamme, c'est quelque chose de très important. Et pourtant, ça ne marche pas toujours très bien, aussi pour les raisons culturelles dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième déclencheur qu'on voit, c'est le service, parce que l'interconnexion et l'interactivation des stocks, en fait, entre une marque, ses magasins, le digital, parfois ses partenaires, et parfois d'autres partenaires d'ailleurs, ça permet effectivement d'avoir un accès à un stock qui permet 2 choses, qui permet, 1, de ne jamais dire non à un client,
Donc ça, c'est fondamental. Mais deux, et pour moi, c'est encore beaucoup plus important, c'est de s'engager sur une livraison, sur un engagement de service, sur une date de livraison. C'est ce que fait Amazon finalement aujourd'hui avec les réseaux de partenaires et la disponibilité du stock qu'ils ont sur beaucoup de partenaires. Donc ça change fondamentalement pour les retailers traditionnels de passer en fait d'une logique de produit à une logique de produit et de service. Et enfin, le troisième point, on en parlait, c'est les médias. Là, j'étais encore avec des multimarques au téléphone hier en Italie qui vivent des crises absolument incroyables, les multimarques textiles. Et les gens qui sont les plus agiles ont compris comment ils devaient activer au travers des réseaux sociaux leur communauté au sein des magasins, alors, évidemment sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'intérieur du magasin, en fait, à travers les écrans, les iPads, les vendeurs, de façon à ce qu'on puisse, comment dire, ils puissent activer en permanence leur communauté et intégrer des contenus médias avec comment dire, leur commerce, avec leur magasin et avec leur digital. Et on voit bien que quand on touche à tout ça, bah, finalement, entre les médias, entre le service, entre l'extension de gamme, bah, nos magasins, c'est plus les mêmes magasins. Et ce New Retail va transformer profondément ce que sont les magasins d'aujourd'hui. Ok, et voilà, on le voit, le New Retail, c'est vraiment répondre à des comportements d'achat du client, de nouvelles exigences, et le client finalement qui prend le pouvoir à travers ces nouvelles technologies. Alors justement, pour parler de ça, je vous propose d'aborder un retour d'expérience commun, en fait, avec les trois acteurs que nous sommes. Donc avec Denis Larieux côté Jeff de Bruges, Vincent Lemaire côté CleverEdge et KPMG. Finalement, nous avons conduit justement la connexion finalement du canal offline avec le canal online ou online vers offline. On le prend un petit peu dans le sens qu'on veut, justement avec le lancement notamment du click and collect et la possibilité de commander en ligne. Donc Denis, voilà, donc par rapport à cette expérience commune, quelle a été finalement l'approche? Pourquoi vous avez voulu lancer ce type de projet côté Jeff de Bruges? Et dans quel contexte? Oui, bien sûr. Alors, vous parlez de contexte. Juste, moi, je voudrais dire quand même que Patrick a posé des idées très fortes. Et on voit bien à travers les explications que Patrick a données qu'on est en train de vivre un véritable changement de paradigme. Donc ça, il faut qu'on l'ait tous bien en tête parce que c'est la réalité du moment et on ne sait pas combien de temps ça va durer d'ailleurs, cette transformation. Alors, Jeff de Bruges, c'est plus de 500 magasins. Aujourd'hui, on est leader sur notre marché. On a près de 400 magasins franchisés en France, une centaine de succursales. Donc, on a un très beau réseau physique. Et on a un mapping, si on parle de la France, qui est quand même très efficace. Pour autant, quand on a réfléchi à la stratégie sur les années qui viennent, il nous est apparu assez évident, et justement en considérant ce changement de paradigme, d'intégrer une dimension digitale que nous n'avions pas, en tout cas pas suffisamment, et donc de véritablement mettre sur la table un certain nombre d'idées, un certain nombre de réflexions collectivement pour pouvoir commencer à écrire une roadmap et aller vers ce commerce unifié dont on parle. Et c'est vrai que moi, le terme de commerce unifié me va bien au-delà du terme de digital. Pourquoi? Parce qu'il intègre en fait la dimension humaine au digital. Et puis, je trouve aussi qu'il intègre, Patrick y a fait allusion tout à l'heure, la dimension servicielle. Et ça, on va y revenir parce qu'on parlera du click and collect et du coursier. Mais voilà, ça nous est apparu comme une évidence de devoir partir dans cette aventure, dans ce challenge, Sébastien. Est-ce que vous avez eu un élément déclencheur particulier, Denis, justement, pour démarrer ce projet et le lancer sur 2020, justement? Non, alors déclencheur, c'est vraiment en fait l'auto-questionnement sur lequel on s'est challengé. Je voudrais dire quand même que la réflexion de ce commerce unifié a commencé avant l'épisode de la Covid-19. On reviendra sur l'impact de la Covid-19, mais heureusement pour nous, heureusement pour Jeff de Bruges, on a eu la vision avant le démarrage de cette crise. Et pour tout dire, on avait eu l'occasion de faire 2 roadshows et de voir quasiment la totalité, notamment de nos partenaires franchisés à travers la France, entre septembre 2019 et février 2020, donc juste avant le déclenchement de cette crise Covid-19.
Et ces roadshows ont été absolument fondamentaux parce que là aussi, on a évoqué dans l'introduction la dimension humaine et la nécessaire comment dirais-je, action d'embarquement des équipes. Et ces roadshows, ils ont été très importants parce que d'abord, c'était des réunions à taille humaine, ça nous a permis d'échanger avec les uns et les autres. On a pu poser notre vision et on a pu aussi mettre en place des workshops, des ateliers de co-construction avec eux pour, je parle des franchisés, pour identifier, ma foi, on va dire un espèce de SWOT, quoi, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces qu'on avait aujourd'hui, et ce qu'il était bon de considérer pour réussir, et je dirais être capable de designer un commerce unifié, autrement dit un digital, Jeff de Bruges, et pas de copier-coller une stratégie digitale, parce que ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Je pense vraiment fondamentalement que chaque marque, chaque enseigne a son identité, son ADN. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est ça que le client vient chercher. L'expérientiel client, il doit être différenciant. Il l'est de fait parce que chaque marque a son ADN et ça, il faut le prendre en considération. Sinon, on finit par lisser et par annihiler justement cette adhérence de marque. Alors, justement, la largeur de ce type de transformation, le périmètre finalement concerné par cette transformation sur laquelle nous avons travaillé ensemble avec Leverage côté KPMG et Jeff de Bruges, finalement, ça dépassait uniquement le simple aspect front office et technique. C'était quelque chose de beaucoup plus large. Oui, bien sûr, on pourrait. Alors, il y a la dimension, bien sûr, marketing, c'est-à-dire quelles promesses on fait aux clients, hein, c'est la dimension de marque véritablement, et on va y revenir. Après, il y a bien sûr la dimension technologique, et je pense que Vincent prendra soin de revenir sur notamment l'architecture informatique qu'on a commencé à refonder pour permettre ce commerce unifié. Et puis, il y a la dimension humaine. Et ça, c'est un grand défi, c'est un grand challenge. C'est aussi passionnant que challengeant, et c'est très passionnant, donc c'est très challengeant d'être capable d'embarquer l'ensemble des acteurs, tant des équipes de support au niveau du head office que au sein du réseau, au niveau des magasins, sur toute la France, avec, on est tous différents, on n'a pas tous la même maturité face au digital, face à l'appétence des outils digitaux, et donc tout ça, il faut le prendre en considération, il faut être capable de l'accompagner. Très bien, effectivement, là, vous avez bien indiqué, Denis, un point très juste, c'est effectivement embarquer l'humain à la fois en centrale, à la fois sur le terrain, en local. Et finalement, ça s'est accompagné d'une évolution du rôle des boutiques, également, de Jeff de Bruges. Peut-être la mise à jour des logiciels de connexion des boutiques, de la manière de gérer les boutiques, l'accueil des clients, justement, arrivant par ce nouveau canal. C'est des choses que vous avez pu partager et embarquer sur ces sujets-là. Oui, absolument, Sébastien. Alors, peut-être on va le détailler un peu, mais je voudrais dire un mot là. J'ai évoqué la crise Covid-19. Je dirais que si elle a eu une chose positive, c'est au moins d'accélérer la prise de conscience qu'on vivait ces transformations, qu'on vivait ce changement de paradigme. Et allez, peut-être que ça nous a permis de finir de convaincre les derniers qui étaient peut-être un peu réticents, un peu craintifs à l'idée d'aller vers le commerce unifié. Beaucoup étaient déjà convaincus qu'il fallait y aller. Certains même étaient tout à fait à nous pousser d'accélérer. Donc ça, c'est très positif. Mais c'est vrai qu'il a fallu finir de convaincre et probablement que la Covid-19 a permis au moins d'accélérer les mentalités. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que, et c'est là où KPMG est intervenu, ainsi que Cleverage et avec la solution Proximis, c'est d'écrire une roadmap vers le mois de mai 2020 à peu près, pour être capable de livrer à la mi-novembre le commerce unifié chez Jeff de Bruges. Et dans cette roadmap, on y retrouvait un certain nombre de chantiers de marque, un certain nombre de chantiers de design technologique, mais également humain. On est allé, ma foi, comment dirais-je,
du design de notre site jusqu'à comment est-ce qu'on va former les équipes en magasin, comment est-ce qu'on va les rendre en capacité de gérer le click and collect, le coursier, de garder leur métier de commerçant, chocolatier, passionné, capable de parler du produit, des ingrédients nobles, de moins de cacao, de plus de cacao encore dans nos recettes, et en même temps d'être capable d'offrir une expérience digitalisée, peut-être même à des nouveaux clients qui n'avaient pas jusque-là. Très bien. Alors, comme vous le dites, Denis, finalement, on a vraiment eu le triptyque client. Alors, il y avait Jeff Debruge naturellement, il y avait KPMG, Product Owner, donc plus en charge du modèle opérationnel, aligner tout le monde, feuille de route, coordonner, s'assurer que tout aille bien. On avait ensuite CleverEdge avec Vincent, naturellement, sur la partie intégration plus technique et qui va nous faire un zoom sur cette partie-là. Et il y avait également l'éditeur Proximis avec sa solution qui a permis de connecter techniquement les points de vente. Et chacun a vraiment joué son rôle. Et je pense que le gros défi, et vous l'avez dit, Denis, sur cette partie-là, c'était effectivement en 6 mois, du mois de mai pour sortir au mois de novembre, être prêt pour les fêtes de fin d'année, sortir ce modèle-là, à la fois technologique, mais également opérationnel, organisationnel et avec finalement des ressources embarquées au niveau local et au niveau boutique. Absolument. Absolument. Alors, parce que ça, on l'a vu, de toute façon, au cours du projet, il y avait des craintes auxquelles il a fallu répondre, finalement. Quelles ont été les premières craintes, Denis, finalement, un petit peu de base, quand on annonce un commerce unifié comme ça sur un réseau physique? Est-ce qu'il y a des craintes un petit peu particulières pour le personnel, justement, sur le terrain? Oui, bien sûr, il y a des craintes, enfin en tout cas, il y a des appréhensions et c'est normal. Heureusement qu'il y en a. Parce que s'il n'y en avait pas, je trouve que ça serait inquiétant. Ça voudrait dire que les gens ne prennent pas conscience de la transformation qu'ils vont vivre. Donc, bon, mais les craintes, elles sont naturelles. Évidemment, quand vous êtes commerçant, indépendant, que vous êtes franchisé, une crainte qui apparaît, c'est celle, comment dirais-je, de perdre une partie de sa clientèle. Une crainte de mettre peut-être les données en commun dans un cloud. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est pas très palpable, c'est pas très concret. Il y a un côté immatériel, il y a peut-être un aspect un peu dépossession. Bon, donc bien sûr, il faut faire beaucoup de pédagogie. Et puis au-delà de la pédagogie, ce qui est quand même important, c'est de démontrer. Et quand vous êtes capable, et c'est le cas aujourd'hui, de démontrer justement aux franchisés notamment que sur 10 commandes web qui sont passées, il y en a 6 à 7 qui sont à destination des magasins, ça c'est quand même déjà une première preuve. Quand ils voient ensuite que dans la clientèle qui vient chercher les click and collect et le coursier, ils ont une partie de leur clientèle fidèle, mais ils ont aussi des nouveaux clients qu'ils n'avaient pas jusque-là, et même des clients un peu plus jeunes qui n'avaient pas forcément jusque-là, puisque on voit une augmentation de près de 40% de la tranche d'âge 25 ans, 35 ans aujourd'hui. Donc ça, c'est très intéressant. Là encore, ce sont des éléments tout à fait concrets. Et quand en plus, en termes de, comment dirais-je, de partage de richesse, on a chez Jeff Debruge une déontologie qui est forte parce qu'on veut que les franchisés réussissent. Et si on fait ça, c'est pour que les magasins aient davantage d'activités et davantage de clients. Et donc, à partir du moment où le magasin a une valeur ajoutée, ben, c'est normal que le magasin puisse récupérer chiffre d'affaires et marge. Et donc, il n'y a pas de cannibalisation avec le réseau physique, bien au contraire. Et c'est là où on parle évidemment de commerce unifié, véritablement. En termes d'offres, finalement, Denis, quelle est l'approche que vous avez choisie, que vous pouvez dévoiler en termes de présence d'offres sur ce canal-là en ligne, justement? Est-ce que c'était la totalité de l'offre, une sélection? Est-ce que votre objectif, c'est offre identique sur l'ensemble des canaux? Qu'est-ce que vous avez choisi un petit peu comme approche au final? Alors, c'est des vraies questions parce qu'il y a différentes stratégies possibles. Donc, on a beaucoup réfléchi à ça, on a beaucoup échangé en interne, on a aussi associé en permanence, tout au long de ce processus, on a associé les magasins, on a associé notamment les franchisés dans notre réflexion parce qu'on veut faire les choses collectivement pour être sûr qu'elles réussissent. En termes d'offres, écoutez, nous, notre stratégie, elle est simple et on veut qu'elle soit simple pour qu'elle soit lisible
par le réseau et lisible par le client. On considère que le capital principal, l'actif principal, ce sont les magasins. Donc nous, notre stratégie, elle est complètement drive to store. Drive to store, drive to store. Donc ça veut dire que le client, sur notre site GEF de Bruges, il va avoir, à partir du moment où il va jusqu'au service de click and collect et coursier, il aura l'intégralité de l'offre. Donc en fait, le magasin, il a tout le catalogue. Et le pur e-commerce a un peu moins de références que n'a le magasin. Donc notre stratégie, elle est véritablement drive to store, et ça se confirme encore une fois sur 10 commandes web, il y en a 6 à 7 qui sont à destination des magasins. Donc ça marche. D'accord, avec des moyens de livraison, du coup, click and collect, drive to store ou coursier, vous en parliez justement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Click and collect et coursier, ça c'est très important parce que on est le seul chocolatier à faire click and collect et coursier. Donc ça c'est très très important et c'est quelque chose qui fonctionne tout à fait bien et je pense qu'aujourd'hui le réseau réalise au fur et à mesure qu'il y a une véritable valeur ajoutée à tout ça. D'accord. Ok. On ne dévoilera pas de chiffres, bien entendu, mais aujourd'hui, cette approche-là de commerce unifié, c'est un succès en fait chez GEF de Bruges. C'est devenu un élément différenciant qui répond aux évolutions des comportements d'achat. Et finalement, c'est devenu un complément au réseau de boutiques. Oui, c'est devenu en fait, c'est unifié, donc c'est un grand tout. Je peux quand même vous dire, parce que j'ai plaisir à le partager avec vous, et c'est pas hyper confidentiel. On a quand même réussi à multiplier nos ventes web par 3, hein, donc c'est quand même assez intéressant pour l'instant en peu de temps. Et on a Pâques qui arrive et on voit déjà les commandes qui augmentent avec l'approche de Pâques. On voit aussi le travail de référencement qu'on a pu faire qui commence à payer. Je partage avec vous, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais il y a une étude qui a été faite avec OpinionWay notamment et en termes d'expérientiel client en version mobile. On a eu le plaisir de lire chez GEF de Bruges qu'on arrivait 3e après Amazon et Decathlon pour les mobinotes. Donc ça, c'est quand même hyper encourageant, alors qu'on n'a pas encore forcément lâché complètement les chevaux en la matière. Donc voilà, on est sur le bon chemin. Donc ce qu'on dit finalement, Denis, c'est vous avez passé une grosse première étape avec Leverage, KPMG, Proximis. Et finalement, vous avez quand même des choses qui vont continuer à évoluer dans le modèle. Justement, alors pour vous, c'était une étape 1. Ce serait quoi les grandes étapes, prochaines étapes qui pourraient arriver justement? Oui, et c'est fondamental ce qu'on a fait. Heureusement qu'on l'a fait, vraiment, heureusement qu'on l'a fait. Alors, les grandes étapes, je vais en dire un mot, peut-être partager avec vous, parce que j'ai évoqué la notion de marque. Donc, je voudrais juste revenir là-dessus un instant. Les grands objectifs, quand même, de ça, c'était les suivants, et ce sont les suivants. Il y a de développer l'attractivité, la désirabilité de la marque. Patrick qui a fait référence à la marque dans son introduction très riche et très intéressante. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on est chocolatier cacaoculteur. On a des plantations en Équateur. On va de la fève jusqu'à la praline de chocolat. On augmente la teneur en cacao de nos recettes. Et tout ça, il faut le faire savoir parce que tout ça, c'est la richesse de notre marque. Et le digital y contribue. Hein. Le digital, à travers le site qu'on a mis en place, bien sûr, il y a du commerce, mais il y a aussi un expérientiel client au-delà du commerce. Et donc, la notion de marque, elle est enrichie par cette communication digitale. La deuxième chose, c'était d'augmenter notre capacité technologique. Pour faire quoi, en fait? Pour anticiper l'évolution du consommateur. Là aussi, on en a parlé dans l'introduction, on dit qu'il y a un changement de paradigme, ça ne s'arrête pas là maintenant, au mois de juin 2021 ou en septembre 2021 quand on sera tous vaccinés. Le consommateur, il va continuer d'évoluer et il faut avoir la capacité technologique de le suivre. Et le troisième, c'était de capitaliser sur les magasins et véritablement de faire du drive to store. Voilà. Alors après,
les grands sujets en cours encore. Il faut qu'on continue de travailler sur notre programme relationnel pour les clients parce qu'il y a encore des choses à faire très intéressantes et innovantes pour nous. Il y a renforcer encore notre communication digitale et je trouve que le travail de référencement qu'on a commencé à faire est intéressant. Il faut continuer de le développer. Et le travail sur les réseaux sociaux également, ça c'est fondamental et on le voit notamment à travers la clientèle 25 ans, 35 ans, on voit l'augmentation à travers le travail qu'on fait, donc c'est très important. Et enfin, je dirais, c'est la data, c'est l'accès à la data, c'est l'analyse de la data et c'est comment à travers les différentes données, clients, produits, ventes, etc., comment est-ce qu'on ajuste encore le dispositif pour permettre aux clients de vivre une expérience la plus exceptionnelle possible et comment on s'assure de partager ça et de donner accès au réseau et aux acteurs GF de Bruges à la data. Ça, c'est fondamental. Finalement, c'est partir du client, de son expérience, comment se différencier, comment répondre à ses besoins et après rendre cette expérience possible avec des évolutions du modèle opérationnel, du modèle technologique, du modèle de données, exploiter la valeur de la donnée. Et effectivement, c'est des choses qui drivent un petit peu ce type de transformation. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Denis, je trouve très, très intéressant. Finalement, c'est moins l'optimisation uniquement du web. En fait, c'est l'intégration de tout ce dont on vient de parler qui fait la performance. C'est-à-dire que c'est effectivement la marque, la marque, très important, c'est la technologie, c'est les magasins, c'est le web, c'est l'intégration de tout ça. Et en fait, il y a une valeur à l'intégration qui est plus forte que l'optimisation de chacune des parties. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je vous dis, mais c'est très important de comprendre que c'est parce que on unifie tout ça qu'on est beaucoup plus fort que uniquement par l'optimisation du web, qui est souvent un peu l'obsession que tout le monde a dans les moments d'aujourd'hui. Et je crois que ce message-là, je crois qu'il est très très important. C'est la capacité à penser de façon holistique et intégrée qui est plus fort que simplement l'optimisation de chacune des parties. Ce n'est pas simplement, ce n'est pas que simplement mettre à disposition aussi de super outils. On peut avoir de très bons outils, ne pas avoir une bonne stratégie, ne pas l'avoir bien pensé, et du coup ne pas rendre service aux clients et finalement faire de ces projets des échecs, quoi. Donc c'est vraiment le tout qui fait que tout ça fonctionne complètement. Alors justement, je vous propose de passer sur les indispensables pour réussir ce type de projet de commerce unifié. Donc on vient de le dire, Vincent, l'humain, la technologie, la méthodologie. Donc est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu voilà, comment tout ça se met en musique autour d'une approche, quels sont les prérequis finalement pour réussir ce type de projet? Ouais, donc comme Patrick et Denis l'ont dit précédemment, effectivement, il ne suffit pas de dupliquer ce qui a été fait ailleurs et penser que ça fonctionne, hein. Il faut évidemment se poser la question qui sont ses clients, quels sont leurs objectifs et comment est-ce qu'on met en lumière et en fonctionnement tout ça. Donc ça, c'est essentiel. Expliquer, construire, comme l'a dit Denis, je pense qu'un des succès aussi du retour d'expérience de GF de Bruges, c'est ça, c'est d'avoir dès le début impliqué les équipes, construit le projet ensemble et partagé quelles étaient les valeurs et les objectifs et les définir ensemble, donc clairement. Un des autres points, c'est sur l'aspect méthodologique, c'est constituer une équipe resserrée, une core team qui représente un petit peu tous les services, parce que ce qu'on dit, on va chercher de l'horizontalité là où il y avait historiquement beaucoup de verticalité dans tous ces aspects-là. Donc représenter les services concernés, ils sont nombreux, qui est doté d'une capacité d'arbitrage. On le voit aussi dans les projets qu'on fait en ce moment, et l'exemple avec Denis est essentiel. Denis et Philippe étaient présents tout au long du projet pour suivre, donner de la cadence, valider différents aspects. Donc on voit aujourd'hui les membres des CODIR, des COMEX qui sont présents au sein des projets parce qu'ils sont critiques dans l'évolution de l'activité. Donc c'est aussi essentiel. Un des autres points, c'est l'aspect cadrage. Parce que dérouler un projet, s'il a bien été cadré, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc identifier, avoir une approche pragmatique, hein. On entend beaucoup chez nos clients ou sur le marché, je peux pas sortir un site ou un dispositif qui est moins bien que ce que j'ai aujourd'hui. Oui, mais quelle valeur j'apporte à mes clients et à quel point est-ce que ça rend service, ça lui rend service. Donc avoir une logique de priorisation, être pragmatique, se donner aussi un délai. Et voilà, et avoir une démarche d'amélioration continue. Toute la data qu'on récolte
Et les retours d'expérience du terrain, ça permet de faire évoluer un dispositif. Hein. On ne sort pas un site ou un dispositif et il s'arrête de vivre. Il vit tout au long de sa vie. Et c'est ce que disait Denis, finalement, c'est que là, le dispositif est sorti au mois de novembre. Il continue à évoluer de semaine en semaine et de jour en jour avec une roadmap importante et qui est alimentée par ce retour d'expérience du terrain. Un autre point, c'est impliquer les équipes en magasin. On l'a dit, il suffit pas de mettre à disposition des super outils. Et côté GF de Bruges, les 6 mois de ce projet, c'était le déploiement d'un POS centralisé avec de nouveaux équipements en magasin, les mettre à disposition les outils de la solution Proximis également. Donc, il faut former, impliquer. Un des points aussi qui a été fait pendant le projet, c'est que très rapidement, on a mis dans les mains des équipes en magasin les outils, les former, avoir les retours d'expérience. Mais c'est vraiment essentiel là-dessus, parce que c'est eux qui vont être au contact avec le client derrière. Donc, plus vite ils prennent les outils en main et plus vite ils savent rendre service aux clients de manière efficace. Alors, quand on parle des mecs, ouais. Oui, alors tout à fait en ligne, hein, du coup, Vincent, c'est juste sur l'aspect cadrage, et je pense que c'est important hein, quand on démarre ce type de projet-là, et on le voit nous chez de nombreux clients, et on l'a vu chez Jeff de Bruges, hein, pour cadrer justement l'approche. L'importance du cadrage avant démarrage, c'est vraiment clarifier l'ambition, les objectifs. Déjà, il faut être clair, et ça, vous le soulignez, hein, Vincent, il faut aligner tout le monde en fait dans l'entreprise sur les objectifs, l'ambition, mais surtout aligner tout le monde au sein des différentes fonctions opérationnelles. Ça, c'est très important. Ensuite, voilà, savoir de quoi on parle. C'est quoi notre maturité finalement digitale dans notre entreprise? Est-ce qu'on a déjà fait des projets digitaux? Est-ce qu'on a un petit peu de données? Est-ce qu'on a déjà un site web qui existe ou pas? Finalement, ensuite, travailler sur une cible, sur ce que pourrait être le commerce unifié, peut-être à court terme, moyen terme, long terme. On l'a vu, on l'a travaillé sur le court terme, Vincent, pour Jeff de Bruges. On parlait tout à l'heure des projets à venir, notamment autour de la donnée ou des initiatives possibles à plus long terme. Mais après, effectivement, il y a l'aspect feuille de route. C'est voilà, comment on y va, à quelle vitesse, on implique qui. Et vous venez de le dire, Vincent, c'est voilà, une core team, des gens dans les différentes fonctions, embarquer tout le monde. Et lancer le projet finalement avec une dynamique, avec un momentum finalement initié depuis le début et qu'il ne faut pas laisser retomber. Complètement. Ouais, qu'il ne faut pas laisser retomber. Je rebondis un peu là sur ce qui vient d'être dit. Il faut effectivement toute cette méthode. Il faut une forte volonté. Hein. Il faut une forte volonté, c'est-à-dire que c'est presque un peu sportif. Il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire que on s'est engagé sur des objectifs semaine après semaine. Où est-ce qu'on en est des objectifs? Ce qui n'a pas été atteint, pourquoi ça n'a pas été atteint? Quand est-ce que ça va être atteint? La solution 1 ne fonctionne pas. OK, alors c'est quoi la solution 2 et comment on fait? Et par rapport à ça, c'est vrai que les cabinets conseils sont très importants et on a fait vraiment un très très bon travail avec KPMG, CleverEdge et la solution Proximis. Mais c'est très important, en tout cas, enfin là je pense à la casquette manager, c'est très important pour le manager, pour les dirigeants, de challenger en permanence et de challenger aussi les conseils. C'est ce qui va permettre, et c'est un conseil que je me permets de donner, de designer au niveau de la marque. Vous voyez? Et ça, c'est très important d'être en permanence dans la remise en question. Et puis une autre chose juste que je voudrais souligner, et Vincent l'a évoqué, c'est la notion de transversalité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ce type de projet est extrêmement bénéfique également pour faire évoluer les mentalités en interne au niveau des head office et sur la manière de fonctionner entre les départements. Dans les sociétés françaises, bien souvent, on est en mode un peu silo. Il y a besoin de mettre beaucoup de transversalité et la notion d'intelligence collective, elle est forcément mise à contribution dans ce type de projet. C'est pas seulement mon département qui va réussir, c'est comment je fais réussir mon département et celui d'à côté. Et ça, il faut être capable, une fois que le projet est lancé, de le maintenir dans la durée et de l'animer en permanence. Donc, très important d'avoir cet aspect sponsorship du top management. C'est ce que vous dites, Denis. On ne peut pas réussir ce type de projet sans le top management, en fait. En fait, ça pose fondamentalement cette question-là, en réalité. Ce que dit Denis là à l'instant, et Vincent en a parlé avec le rôle des COMEX, je pense que
le seul qui a vraiment la légitimité pour animer la transversalité, c'est le patron, en fait, dans l'entreprise. Parce que nécessairement, je suis absolument d'accord avec Denis, le vrai sujet, il y a le projet, mais après, il y a après le projet. C'est-à-dire qu'il faut continuer à animer en permanence avec des tensions, évidemment, et des objectifs qui peuvent être contradictoires. Et finalement, le rôle du patron, c'est cette animation, en fait, de la transversalité. C'est le cap stratégique, évidemment, on en a parlé, mais c'est l'animation de la transversalité au quotidien. Et évidemment, ça change beaucoup de choses, en fait, de se lancer dans des projets comme ça, parce que, comme disait Denis, il faut avoir une présence de façon à être l'arbitre à la fin. On est permanence en arbitrage entre les différents métiers pour savoir qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Il faut accepter de désoptimiser certains endroits pour en optimiser d'autres. Si la logique globale, c'est l'optimisation globale. C'est toujours ça le rôle. Mais comme on est en plein dans la transversalité et que ça s'anime, parce que le problème, c'est que quand vous laissez les gens seuls, sans avoir un cadrage, comme vous dites tout à l'heure, mais surtout avoir une force de rappel pour l'arbitrage, c'est la foire d'empoigne. Et les décisions ne se prennent pas. Et donc, voilà. Donc, on est vraiment dans des sujets qui, en termes de culture managériale, nécessitent une implication très forte du comité exécutif dans un quotidien, dans une animation des équipes au service de la transversalité. Moi, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. Est-ce que l'aspect retour sur investissement, business plan, finalement, est un élément indispensable pour se lancer sur ce type de projet? Ou est-ce qu'à un moment, finalement, on peut se dire, de toute façon, c'est les évolutions des comportements d'achat, on doit répondre aux attentes des clients, il faut y aller. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu les scénarios et ça dépend des entreprises finalement. Certaines vont vouloir peut-être un business model, un business plan, un retour sur investissement chiffré avec des hypothèses. Et d'autres, ça, voilà, il faut y aller en fait. Denis, vous étiez dans quel scénario vous en fait? Non, mais je pense qu'il faut une vision. Je pense que la vision, elle est au-dessus de tout. Et je pense que c'est notre responsabilité quand on est manager, dirigeant, d'avoir cette vision et de la mettre en place. Mais après, bien entendu, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit, bien entendu, il y a des investissements qui sont quand même assez importants. C'est quand même pas neutre. Et donc, on ne peut pas imaginer ce type de projet sans un business plan, sans un partage en conseil d'administration. Enfin, ça me paraît évident. Mais je pense qu'en amont de ça, il faut la vision. Voilà. Mais business plan, oui, il faut un business plan robuste. Ça, c'est sûr. Moi, je voudrais juste rajouter un point là-dessus, Denis. Non seulement il faut une vision, un business plan, absolument d'accord. Et puis la troisième chose qu'il faut rajouter, c'est que ne pas le faire aujourd'hui, c'est prendre des risques très importants. Parce que la vitesse à laquelle, on a parlé tout à l'heure des évolutions de comportement de consommateurs, mais vous avez chaque année 3 ou 4% de gens plus jeunes qui rentrent sur le marché, et pour qui tout ce qu'on raconte est absolument un no-brainer, enfin, c'est même pas une question. Et puis vous avez 3 ou 4% de gens qui sortent du marché parce que voilà, ils consomment moins, etc. Et donc, chaque année, vous avez une progression de gens pour qui tous ces sujets-là sont une évidence. Et le problème des entreprises, c'est que si elles se décalent par rapport à ces nouveaux clients qui rentrent sur le marché, elles disparaissent très vite. La vitesse à laquelle les entreprises, notamment dans le monde de la consommation, des biens de consommation, se décalent avec leur marché, n'a jamais été aussi rapide. En tout cas, moi, c'est ce que je vois aujourd'hui à travers un certain nombre d'entreprises avec lesquelles que j'accompagne, c'est que la vitesse de décalage est extrêmement forte. Et oui, il faut une vision, bien sûr, il faut un business plan, c'est indispensable, mais il faut aussi être conscient que, comment dire, les entreprises ne peuvent pas, enfin, peuvent être blacklistées très rapidement vis-à-vis de leurs consommateurs, vis-à-vis de leur marque. On a parlé tout à l'heure de marque et de consommateurs, il faut revenir toujours à ça, parce que c'est quand même ça le truc fondamental, c'est pour ça qu'on le fait fondamentalement. Et le risque, c'est de disparaître, ni plus ni moins, dans des marchés qui se rétractent. Il est très compliqué de capter des clients, mais il est très facile de les perdre. Exactement. Alors après, juste dans la démarche, Vincent, vous citiez éviter l'effet de tunnel, être en mode un petit peu itératif. On le voit, il faut y aller dans tous les cas, quitte à avoir un business plan pour soutenir la démarche. Comment on peut faire justement pour avoir cette approche un petit peu itérative, éviter le Big Bang, comment voilà, on s'introduit, on fait progresser l'entreprise, on teste, on apprend et on progresse en fait.
Éviter le Big Bang aujourd'hui, vu la complexité de ces typologies de projets, c'est essentiel puisqu'on révolutionne beaucoup de choses dans l'entreprise. Donc, c'est recenser un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le système d'information, qu'est-ce qui doit évoluer, avoir aussi une stratégie puisque si on veut mettre en place les choses vite, on peut pas forcément tout faire dans les règles de l'art. Donc, avoir une approche pragmatique et du coup, cette feuille de route qui nous ramène à des choses des choix qu'on fait qui sont peut-être un petit peu simples dans un premier temps, mais qui évolueront par la suite. Et du coup mettre très rapidement dans les mains, ce que je disais tout à l'heure, dans les mains des équipes les outils. Donc se baser sur ce que font les solutions en standard, évidemment le challenger puisque ce que propose une solution n'est pas forcément ce que l'on attend ou ce qu'attendent nos clients d'un point de vue expérience, mais le challenger et voir si ça peut pas être un accélérateur pour sortir rapidement. Un des exemples, Denis, on a démarré le projet au mois de mai l'année dernière. Dès mi-juillet, les équipes avaient déjà une partie du produit qui était pas abouti, mais en tout cas une partie des parcours qui étaient déjà en place. Et dès l'été dernier, les équipes en boutique ont pu commencer déjà à prendre en main les outils, tester les nouveaux services, valider comment cela a été déployé, la communication qui a été faite autour des outils vis-à-vis des clients, travailler sur les process et toute la transformation. Donc c'est vraiment essentiel de mettre à disposition et du coup de challenger ce qu'apportent les solutions versus ce que l'on a aujourd'hui, ce que je disais, combien de clients nous demandent je ne veux pas sortir un site avec moins bien que ce que j'ai aujourd'hui. Oui, ok, mais challengeons-le et voyons si on ne peut pas aller step by step. C'est essentiel. Très bien, très bien. Donc, je vous propose d'approcher de la conclusion. N'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. On pourra y répondre. On prendra quelques minutes d'ici 11 heures. Alors, finalement, pour conclure, Patrick, Denis, Vincent, voilà, c'est le commerce unifié. Finalement, c'est une transformation culturelle à la fois pour l'interne. C'est également répondre aux attentes des clients. Il faut le tirer par l'expérience client. Quels seraient pour vous les mots de conclusion voilà, par rapport à cette évolution? Patrick? Non, comme je le disais dans l'introduction, je pense que c'est intéressant de regarder ce qui se passe en dehors de nos frontières, en fait. Parce qu'il y a des pays, on parlait de la Chine, mais aujourd'hui les États-Unis, surtout la Chine, qui est en train de vraiment inventer des nouveaux formats de magasins, quoi. Et ces magasins, ce que j'appelle les magasins augmentés, en fait, c'est des magasins différents. Les vendeurs vont être augmentés demain. Il y a véritablement une révolution. Le retail est absolument pas mort à condition qu'il s'adapte. Et je crois que ce qui est posé à nous aujourd'hui, c'est un futur extrêmement intéressant, extrêmement passionnant, en fait, parce que où il y a beaucoup de choses qui sont possibles, sur lesquelles on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller, comme disait Denis tout à l'heure, hein, il n'y a pas de doute, il faut avoir une vision, il faut avoir des visages, mais il n'y a pas vraiment le choix. Et en même temps, c'est des moments où on peut inventer de nouvelles formes de distribution et de commerce, en intégrant les médias, la techno, les magasins, le digital, etc. Tout à l'heure, Denis parlait du départ, c'est la marque. Je crois que c'est vraiment fondamental. C'est comment, avec l'intelligence que l'on a de notre métier, de notre marque et du commerce et des marques et des médias, comment en intégrant tout ça, on crée quelque chose de différent et qui répond vraiment aux attentes du consommateur. Et moi, je pense qu'il y a une vraie place dans le futur pour ceux qui vont le faire. Donc, c'est assez passionnant. Très bien. Denis, peut-être un mot pour conclure également? Oui, écoutez, ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est que c'est un moment passionnant. Franchement, c'est un moment passionnant et j'invite chacun à le vivre et à le vivre à fond. Et ça challenge énormément de choses, mais c'est très positif. Ce qui est essentiel, bien sûr, c'est de garder le client en tête et de s'interroger par rapport à lui. Encore une fois, hein, la dimension servicielle, elle est fondamentale parce que, Jeff, parmi nos valeurs, on a la valeur proximité et cette proximité, elle se retrouve aussi par rapport au fait que le client peut avoir accès à n'importe quel moment, en fait, à ce dont il a envie. On revient au client et ça passe par du service. Ça passe par du service. On est dans ce temps de transformation. Moi, je dis même que c'est vraiment un changement de paradigme et il faut y aller. Il faut y aller. Et il faut y aller collectivement. Il faut y aller en équipe.
Et franchement, on est encore sur ce chemin-là, nous. Je pense qu'on a plutôt réussi cette première étape, sincèrement. On l'a réussi parce qu'on a fait un travail d'équipe, un travail collectif. Et c'est vraiment le résultat, je pense, d'une intelligence collective. Maintenant, comme on dit en anglais, c'est pas walk in the park, mais c'est passionnant, il faut y aller. Vincent, également, quelques mots pour conclure? Ouais, clairement, dans la ligne de ce que disait Denis, c'est une expérience humaine. Donc, faut pas oublier ses objectifs. Il y a des convenus, des choses qui se passent pas forcément bien, anticiper les plans B, bien cadrer pour bien réaliser et avoir des équipes qui savent travailler ensemble. Que techniquement, on aura toujours à faire des choses. Par contre, si on n'arrive pas à travailler ensemble, bah, c'est le principal échec des projets de cette ampleur-là. Donc, clairement, une expérience humaine à vivre. Alors également, quelques mots de mon côté en tant que conseil sur ce type de projet qu'on accompagne sur différents secteurs. C'est voilà, comme vous le dites, c'est moi ce type de projet, je les vis depuis quelques années à travers le conseil. Ça s'accélère aujourd'hui, c'est une période passionnante. Ça montre de la résilience, je pense, des différents acteurs, que ce soit à la fois côté client ou côté entreprise. Il faut vivre avec son temps, de toute façon, le commerce évolue, il faut répondre aux évolutions des comportements d'achat, il faut également penser en fait à l'organisation interne, les accompagner, leur faire découvrir une nouvelle culture, ne pas avoir peur du digital, c'est des opportunités à saisir, voilà, c'est le commerce qui évolue et ça fait partie de la vie en fait, voilà, et très heureux d'accompagner ce type de projet au quotidien. Donc, je vous remercie en fait pour votre contribution. Je vois que des questions ont été posées. N'hésitez pas. Il reste encore quelques minutes d'ici 11 heures pour poser quelques questions. Ce que je vous propose, c'est justement voilà, de revoir ces questions-là et les poser voilà, aux différents contributeurs. Alors voilà, il y a notamment une question qui est sur quelle plateforme e-commerce Jeff de Bruges est-elle construite? Denis, Vincent, qui était sur la partie technique. Allez-y, Vincent. Ok, la solution qui a été choisie, c'est la solution Proximis, une solution de commerce unifié qui embarque, alors de manière un petit peu simpliste, mais qui embarque une solution e-commerce avec toutes les fonctionnalités, un OMS et des outils en magasin qui permettent de faciliter l'implémentation technique et de mettre à disposition tous les outils du commerce unifié au sein d'un seul système. D'accord. Donc vraiment une architecture qui a été construite en intégrant les boutiques. Une autre question un petit peu sur un domaine différent, mais toujours en rapport avec le cas de Jeff de Bruges. D'un point de vue financier, Denis, d'un point de vue chiffre d'affaires, comment se passe la répartition entre les boutiques, le canal web, l'aspect un petit peu comptable finalement? Vous voulez dire entre les franchisés et l'enseigne? Exactement. Ouais. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des vraies questions, hein. Il y a plusieurs approches possibles, hein. C'est pas un sujet si simple, il y a une certaine complexité. Nous, on a choisi de le rendre lisible et de le rendre simple pour nos franchisés, c'est-à-dire que à partir du moment où ils ont une valeur ajoutée sur les commandes web, eh bien, ils bénéficient du chiffre d'affaires et de la marge. C'est vraiment du drive to store. C'est vraiment au bénéfice des magasins. D'accord. Et sur l'aspect, alors c'est souvent des questions que moi je rencontre sur les aspects services, un petit peu de livraison, de préparation. C'est des choses que vous avez intégrées au coût en fait, que vous avez absorbé, que le client prend. Comment vous avez géré ces aspects un peu services additionnels finalement pour faire du coursier par exemple? Bah, sur la partie coursier, il y a des frais de course. Voilà. Après, en fait, nos franchisés, ils ont plusieurs possibilités, hein. Ils peuvent bien sûr avoir recours aux 1, 2, 3 prestataires coursiers qu'on recommande, avec lesquels on a construit un service. Il faut comprendre quand même qu'il y a une notion de couverture du territoire, hein, parce que tout le monde ne va pas partout. Or, Jeff de Bruges, on est presque partout, pas encore complètement, mais presque partout. Donc, entre des grandes villes et des villes plus petites, métropoles,
plus zone périurbaine, etc., il y a des questions, encore une fois, de couverture. Ils ont aussi la possibilité de faire eux-mêmes la course et de développer eux-mêmes un service coursier, auquel cas, forcément, ils rajoutent à leur marge les frais de course qui ont été payés par le client sur le site. D'accord. Okay, très clair. Donc, c'est assez modulaire et il y a finalement quelques axes de liberté pour les franchisés, justement, pour s'adapter à leur contexte très local ou en fonction de leur choix. Absolument. On est au service des magasins, tant sur l'orchestration de ces services click and collect et coursiers que sur la modalité de les livrer. Très bien. Alors, une question, donc on a déjà passé un petit peu les prérequis pour réussir ce type de projet. Finalement, est-ce que vous avez, quel est le type de bonne surprise qu'on peut avoir sur ce type de projet? Est-ce que vous en avez une, Denis, sur le projet qu'on a pu mener ensemble? Une surprise, quelque chose auquel vous attendiez pas finalement? Ça s'est passé mieux que prévu ou c'est finalement un bénéfice que vous n'attendiez pas en fait? Bon, je ne parlerai pas de surprise, mais non, je trouve que ce qui est intéressant et ce qui est encourageant, c'est quand même la grande adhésion qu'on a eue et la volonté de chacun d'y contribuer. Donc ça, c'est positif. Voilà, ça donne envie d'avancer. Et puis les premiers résultats ont été hyper encourageants. Voilà. Après, je parlerai pas de surprise à proprement parler parce que la surprise, ça voudrait dire qu'on a, de mon point de vue, pas suffisamment réfléchi, prévu, etc. Bon, on peut toujours y avoir des surprises, mais j'aime mieux avoir des points qui sont encourageants que des surprises. D'accord. Et on le voit, il y a plusieurs questions qui reviennent autour de, voilà, c'est toujours pareil, c'est comment embarquer le réseau de boutiques, comment embarquer finalement les collaborateurs sur le terrain pour qu'ils voient finalement ce nouveau canal comme une opportunité. Je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais au final, de toute façon, c'est tester, c'est essayer. Et finalement, c'est quand on voit que ça génère du chiffre d'affaires, davantage de clients, des clients qu'on ne connaissait pas et du business finalement. C'est ça le fond du sujet. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis peut-être, je renforce encore la dimension formation, la dimension accompagnement des acteurs, que ce soit au head office ou que ce soit dans le réseau. Cette notion-là, elle est quand même très, très importante, hein, parce que, je ne sais pas si vous connaissez un principe, là, qui est le principe de Pise, c'est-à-dire peuvent-ils le faire, ont-ils intérêt à le faire, savent-ils le faire et ont-ils envie de le faire? C'est des vraies questions à se poser et à travers ces questions, la partie quand même formation, le temps qu'on passe à la formation pour eux, pour les rendre confortables par rapport à tout ça, parce que ce sont, on l'a dit, Patrick l'a dit aussi, Vincent aussi, ce sont eux en magasin qui seront les ambassadeurs de ce commerce unifié, de cet expérientiel client. Très bien, très bien, très bien. Un point, je pense que la notion de pilote est très importante. Parce qu'à un moment donné, plutôt que de parler et de ne pas voir, à un moment donné, il faut factuellement essayer de faire les choses. Et souvent, je vois beaucoup d'entreprises où on s'arrête en disant bah, ça va être trop compliqué. Bah, faisons-le, mettons les moyens. Alors là, c'est des sujets qui embarquent la technologie, c'est un peu plus compliqué. Mais souvent, le fait de faire des pilotes avant de généraliser et de comprendre des pilotes, comment on fait, quelles sont les bonnes recettes et les mauvaises recettes, ça permet de généraliser avec beaucoup plus de succès. Ou de vouloir tout de suite déployer sans avoir fait attention à ce nombre de sujets, quoi. Donc, il vaut mieux faire un peu moins au départ, mais très bien, de façon à pouvoir ensuite déployer dans les magasins. Très bien, très bien, très bien. Je pense qu'on a dû faire le tour des questions et naturellement, vous pouvez nous contacter s'il reste des questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou des questions auxquelles vous penseriez un petit peu après ce webinaire. On reste disponible naturellement. Que ce soit Vincent, moi-même, Patrick, Denis, etc. Et voilà, donc voilà nos coordonnées email. Si vous souhaitez nous contacter, voilà, pour parler de ces sujets-là, si vous avez une problématique, des questions, si vous souhaitez un cadrage, des conseils, on reste à votre disposition. On est sur des sujets qui nous animent, je pense, tous, autant que nous sommes en fait sur ce webinaire. Je remercie donc Vincent Lemaire côté Clever Edge, Patrick Pergamon et Denis Larieux, voilà, pour leur contribution à ce webinaire en partenariat avec Proximis.
qui a permis cette organisation et qui est une solution qu'on a pu mettre en place ensemble chez Jeff de Bruges. Et merci donc à tous les participants et les auditeurs à ce webinaire. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.